ce qu'il faut préciser, pourquoi est-ce que c'est important la tenue vestimentaire? Parce qu'il y a plusieurs personnes qui me disent, mais ça ne devrait pas compter. Moi, dans mon travail, je ne suis pas en contact avec des gens. Ce qui compte, c'est mon métier, c'est ce que je sais faire, c'est pas le look que j'ai. Et quand ils disent ça, c'est sûr qu'ils ont raison. Le problème, c'est qu'ils sont recrutés par quelqu'un qui va les juger en 1 heure et qui va du coup faire fonctionner sa première impression et ses a priori. Et il y a un adage en recrutement qui dit que dans 80% des cas, la première impression que l'on a de quelqu'un est souvent la bonne, surtout quand elle est mauvaise. Et la première impression, elle passe par la tenue, elle passe par les premiers mots et elle passe par les premiers gestes. Donc c'est vrai que nous, dans les tenues, on va plutôt conseiller des tenues neutres, lisses, qui font que le recruteur va se fixer, déjà que vous n'allez pas déranger le recruteur par votre apparence, puisque vous ne connaissez pas ses codes, et une tenue un peu passe-partout qui fait que le recruteur va plutôt se fixer sur vos propos, plus que sur votre apparence. La première... Alors Blanche-Neige, alors donc déjà il y a tous les a priori sur Blanche-Neige, c'est qu'elle a croqué la pomme, donc elle avait peut-être un petit côté naïf, en plus elle attend son prince charmant, etc. Elle fait le ménage par contre. Voilà, bon, elle fait le ménage, elle a un esprit ouvert aussi, donc elle est dans l'acceptation des différences avec les 7 nains, etc. Elle est dans le travail collaboratif, donc il y a du positif et du négatif. Mais ce qui va ressortir dans un premier abord, c'est le côté princesse, fleur bleue. Donc évidemment, pour la plupart des postes, ça ne conviendrait pas, sauf un poste d'animation chez Disney ou d'animation auprès de jeunes enfants, pourquoi pas, ou dans une crèche. Voilà, donc là, c'est très stéréotypé. Mais on peut voir des jolies choses aussi dans cette tenue. Le souci, c'est qu'on ne sait pas sur quel recruteur on va tomber. Et pour quel poste, apparemment. Exactement. Photo suivante, donc là c'est la working non, girl. Très working girl, donc elle est dans les codes, hein, tenue neutre, chemise neutre, elle a une mallette qui est une mallette professionnelle et pas un sac avec plein de choses qui débordent du sac qui sont non professionnelles, les bonnes chaussures, la bonne tenue. Donc ça c'est vraiment une tenue passe-partout, assez neutre, sans prise de risque. Juste, ce qui peut être dangereux, c'est la jupe parce qu'on ne sait jamais comment on va être assis chez un recruteur et après on peut être mal à l'aise. Les talons, si on est habitué à en porter, oui, sinon c'est même pas la peine ou alors il faut s'entraîner avant chez soi. Voilà, donc ça c'est au niveau de la tenue. Après elle, dans sa posture, elle est un peu en posture fermée, posture guindée. Bon, c'est en même temps qu'une photo, mais c'est vrai qu'elle fait un peu coincée. Oui, voilà. Pas très ouverte du coup. Pas très ouverte. Sérieuse. Hein. Mais sérieuse. Et en tout cas, elle a une bonne tenue. La photo suivante, donc j'ai aussi pensé aux garçons, il n'y a pas de raison non plus. Alors est-ce que ce genre avec la veste en cuir, le jean un peu à la mode, un peu déchiré, est-ce que ça pourrait passer? Alors ça dépend des métiers, dans une start-up, pourquoi pas, dans une agence de pub, etc. Mais lors du premier entretien, on ne sait jamais où on met les pieds, on ne sait pas qui va être en face de nous, donc ça sert à rien de choquer. C'est rare d'avoir un entretien a de la valeur, donc c'est un petit peu dommage de s'être très bien préparé et de faire tout rater à cause de la tenue. Donc le jean, pourquoi pas, mais il vaut mieux qu'il soit pas troué, pas blanchi. Parce que vous voyez, là je suis recruteur, si j'ai ce jeune homme en face de moi, je vais regarder son jean et je vais me dire, mais c'est blanc, c'est des trous, il a mis de l'eau de javel, il l'a acheté comme ça son jean. Et pendant que je me pose toutes ces questions, j'écoute pas ce qu'il me dit. Et c'est dommage, du coup, vous risquez de passer à côté d'un candidat. De quelqu'un. Mais ce sera ce sera de sa faute, et c'est dommage. C'est comme les bijoux chez les filles, parfois on a des gros bijoux très colorés. Alors tout ce qui va être accessoire, une grosse montre, une grosse bague, un gros bijou, des grosses boucles d'oreilles, peuvent être bien entendu très jolis, hein, on ne remet pas ça en cause, mais ça attire l'œil et on se fixe sur le bijou, et quand on se fixe sur le bijou ou sur l'objet, on n'entend plus les propos de l'autre et on n'entend plus ce qu'il nous dit. Bon, la photo suivante est voilà, plus basique, mais avec un t-shirt blanc avec une petite... Alors en fait son jean est bien, il faudrait faire un mix des deux. Ouais. Son jean est bien, c'est un jean, il est propre, il est correct, il n'y a pas de traces, etc. T-shirt blanc, pourquoi pas, mais il vaudrait mieux que ce soit sous une veste. Et puis là il y a une inscription, un motif pousse à aller regarder le motif, à se poser des questions en disant mais qu'est-ce qui est écrit, qu'est-ce qu'il a voulu me dire, oh c'est drôle, c'est pas drôle. Et pendant que je me dis tout ça, et bien encore une fois, j'écoute pas ce qui est en train de me raconter et qui est peut-être très intéressant, la personne en face de moi. Alors là, c'est vraiment la personne qui a vraiment sorti sa plus belle tenue de son placard. Il n'y a pas d'inscription, c'est neutre, c'est noir. Alors, c'est neutre. Ce serait mieux avec une veste.
Et ce qui ressort en fait de cette tenue, c'est que c'est quand même une tenue aguicheuse. Il faut pouvoir assumer ce genre de tenue. Et c'est une tenue qui pousse à regarder la personne plus qu'à comprendre qui elle est. Donc dangereux, voilà, dangereux. Bien entendu, alors c'est une jolie jeune femme, elle est bien habillée. Ça pourrait convenir pourquoi pas pour un poste d'hôtesse dans un salon, etc. Mais c'est quand même c'est quand même osé. Il faut oser. Assumer, effectivement. Il faut assumer ce genre de tenue. Ça peut être aussi peut-être mal vu par des recruteuses. On ne sait pas, par n'importe qui, quelqu'un peut se dire si je recrute cette personne, ben, elle va mettre le bazar dans mon service parce qu'il n'y a que des hommes, ou si je recrute cette personne, elle va mettre le bazar dans mon service parce qu'il n'y a que des femmes et qui vont être jalouses, ou alors qu'est-ce que vont penser mes clients, ou si elle est à l'accueil, est-ce que ça va pas être, il va pas y avoir foule à l'accueil à cause d'elle, enfin, voilà tout ce qu'on se dit, alors que c'est peut-être une excellente professionnelle, donc c'est dommage. Alors celui-ci... Donc là, il y a le pantalon, il y a la cravate, il y a les chaussures. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les femmes recruteuses regardent souvent, ça a été étudié, regardent en premier lieu les mains et les chaussures et les pieds. Donc là, j'ai regardé, ça a été le réflexe, j'ai regardé les pieds. Donc les chaussures sont bien, les chaussures rigides, etc. Attention aux chaussettes blanches. Il paraîtrait que les recruteuses femmes n'aiment pas les chaussettes blanches qui seraient signe de manque de personnalité. Le pantalon bien, mais on n'est pas dans les motifs. Enfin, il ne faut pas de motifs parce qu'encore une fois, je vais me fixer sur ces motifs. Bon là évidemment il est trop haut. La chemise pourquoi pas, mais il y a un sigle, donc il vaudrait mieux avoir une veste. Et la cravate, oui, mais pas jaune. Et la cravate, encore une fois, il faut être en mesure de l'assumer. Si on est habitué à porter des cravates, pourquoi pas. C'est un dress code dans les banques et dans les assurances. Maintenant, si on n'est pas habitué à en porter, ça ne sert à rien d'être étranglé en entretien parce qu'on est déjà étranglé par la peur. Donc c'est très important en entretien aussi d'être dans une tenue dans laquelle on est à l'aise dans ses mouvements et qui nous correspond. Parce qu'on va être moins stressé, on va être plus soi-même. Donc je dirais, il faudrait descendre le pantalon, changer la couleur de la cravate, enlever le motif, rajouter une veste et changer la couleur du pantalon. Donc il y a de l'idée, mais c'est pas encore ça. C'est ça. Une question par rapport à la cravate, ça m'a fait penser aussi au foulard pour les femmes. Est-ce qu'on peut porter un foulard en entretien ? C'est pas de, enfin, il n'y a pas de, encore une fois, de vérité, il n'y a pas de loi. Après, il y a les conseils. Si on a un peu mal à la gorge ou si il y a des femmes par exemple qui ont tendance à rougir. C'est vrai, oui. C'est un peu mon cas. Voilà, si on rougit parce qu'on est un peu stressé, dans les entretiens, il vaut mieux mettre un foulard. Par contre, attention au type de foulard aussi. Ouais, le foulard Hermès, ça vous donne un coup de vieux et puis ça vous catalogue. Un foulard un peu avec trop de motifs également. Donc, faut bien le choisir, plutôt neutre. C'est le même principe, on le voit bien avec les personnages politiques. Quand on voit comment sont habillés les hommes politiques, ils sont neutres. Ils ont des chaussures comme ça, des chaussettes gris anthracite, et vous regarderez les cravates, les chemises, etc. Ce sont des couleurs neutres. Parce qu'il faut que ça passe bien à la caméra, mais parce qu'il faut aussi que les personnes se fixent sur leur discours plus que sur leurs vêtements. Donc la Superman. Voilà, ça raconte peut-être un peu Blanche-Neige, mais... Alors c'est un peu Blanche-Neige, un peu moins gentil, parce que là c'est je suis le plus fort, je suis le héros, etc. C'est moi qui arrive. Bon, bien évidemment, c'est pas la bonne tenue, à part dans des rôles d'animation. Ouais. Et puis ça évoque aussi tout ce qui va être posture en entretien. Attention qu'on soit jeune, qu'on soit junior, qu'on soit senior. Attention à sa posture. On n'arrive pas en étant inférieur, il ne faut pas arriver non plus en étant supérieur. Il faut être quand même il faut être l'équivalent de l'autre et ne pas arriver avec la grosse tête et trop sûr de soi. Parce que ce sont des profils qui peuvent aussi faire peur. On se dit, il va avoir du mal à s'adapter à l'équipe, on va avoir du mal à lui donner des consignes, il va avoir du mal à se remettre en question. Or, c'est très important. Une personne qui a un profil évolutif doit être en mesure de se remettre en question. Là, dans sa posture et avec sa tenue, c'est pas quelqu'un qui se remet en question. Non, pas trop, c'est pas...
Et alors la dernière, hein, pareil, toujours pour les garçons. Donc là, la tenue est idéale, c'est peut-être la posture un petit peu trop beau gosse. Ouais. Il y a de l'assurance quand même, mais au moins en tout cas la tenue correspond. La tenue correspond aux hommes politiques, voilà. c'est ce qu'on disait, cravate plutôt neutre, chemise neutre, etc. Il n'y a rien qui fait qu'on se fixe sur un élément et qui fait qu'on n'écoute plus cette personne. Donc je dirais ce jeune homme avec la jeune femme working girl aurait la bonne tenue. Après c'est leur posture qu'il faudra changer. Mais comme ça vous donne en fait un peu des idées si jamais vous passez un entretien et que vous ne savez pas comment vous habiller. Alors je l'ai inventé en tenant compte du stress et puis de chacun de ce qui angoissait le plus les candidats. L'idée c'était de se dire justement, il ne faut pas, juste avant une rencontre, avant un match, avant un entretien, je vais me dire une petite phrase qui va me remettre bien les choses au clair. En gros, le recruteur n'est pas mon supérieur, je ne suis pas son inférieur, je ne suis pas demandeur d'emploi, parce que c'est un statut, je suis offreur de services, et puis le recruteur a peur, lui aussi, donc voilà, tout ça fait que finalement je suis un professionnel, face à un professionnel, dans une relation professionnelle, et en gros même pas peur. Et puis quel que soit son poste, quel que soit son âge, quelle que soit sa personnalité, son profil, on stresse tous avant un entretien. Donc le haka du candidat, c'était un peu pour dédramatiser ça et se dire encore une fois, ce n'est qu'un jeu. Et je vais me retrouver face à un être humain en face de moi et voilà. Et puis je suis quelqu'un, j'ai de la valeur, donc l'entretien devrait bien se passer. Et si ça se passe pas bien, c'est peut-être qu'il faut que je revoie un peu ma posture, ma façon de jouer, ou c'est peut-être tout simplement qu'il n'y a pas eu entre guillemets de rencontre professionnelle entre nous, mais c'est pas plus grave que ça. Non, c'est pas grave, on retentera, on s'entraîne, c'est ce que vous dites. Exactement. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il plaît à tout type de public. Et ça, je suis ravie parce que c'était un peu l'idée. Je voulais aussi qu'il puisse intéresser des jeunes qui n'ont pas encore d'expérience professionnelle, mais qui, par exemple, recherchent un stage, ils ne savent pas comment faire ou comment se positionner. Je voulais aussi qu'il intéresse les seniors qui, parfois, quand ils ont travaillé toute leur vie, ne connaissent pas, se retrouvent en recherche d'emploi et ne connaissent pas les nouveaux codes. Donc, je suis contente qu'ils reçoivent un bon accueil au niveau du public et très contente qu'ils reçoivent un bon accueil au niveau des médias aussi, qu'il ait été relayé comme ça par les médias, notamment par les radios. Il a donné lieu aussi à un certain nombre d'articles dans la presse. Donc, contente voilà, de l'accueil qui a été fait. Je le voulais différent et c'est ce qui est ressorti, c'est ce qu'on me dit. On me dit que c'est un ouvrage qui est différent. Oui, c'est vrai parce qu'il y en a beaucoup déjà des livres sur le CV et la lettre de motivation, mais vous avez un angle original et c'est sûrement pour ça. En plus, c'est par une ancienne recruteuse ou une recruteuse, donc déjà... C'est un angle nouveau, quoi. C'est pas des conseils de quelqu'un un peu comme le Pôle emploi ou une conseillère en tout cas, qui peut-être ne se connaît pas autant que vous dans les recrutements, justement, vous y étiez de l'autre côté. J'ai été de l'autre côté et puis c'est surtout d'avoir accompagné autant de gens, parce que ce livre c'est aussi ma propre expérience en tant que recruteur, mais aussi l'expérience de centaines de candidats qui fait que voilà, ça a été rassemblé en un certain nombre de choses à savoir, de codes à connaître, de façon à éviter des pièges. Donc c'est vraiment un partage d'expérience et ce qui est d'ailleurs important en recherche d'emploi, c'est justement cette acceptation des différences, ce partage des expériences, d'essayer vraiment d'écouter l'autre, de comprendre ce qui se fait, de ne pas fonctionner avec des a priori, mais essayer d'avoir l'esprit le plus ouvert possible et d'être le plus à l'écoute de ce qui se fait, de ce qu'ont vécu les autres, des conseils, voilà, et de ce genre de choses. Alors, de recruteurs, c'est ça aussi, j'ai en plus des médias et finalement des lecteurs, il y a un certain nombre de recruteurs qui ont lu le livre et surtout qui l'ont recommandé.
Donc j'étais contente pour moi, pour le livre, mais surtout aussi contente parce que je me dis, eh bien, il y a aussi des recruteurs qui ont des bonnes pratiques, qui essayent de ne pas aller vers la tentation de la discrimination, qui essayent justement de changer leur approche en recrutement et qui vont permettre d'avoir une nouvelle vision des recruteurs et du recrutement. Donc c'est très positif pour moi. Ça rassure aussi pour ça rassure, ben voilà. Alors ma dernière lecture, il s'agit du livre de Margot Guilquin qui s'appelle Le Dernier Salaire aux éditions XO. Je crois, c'est un livre qui raconte, alors c'est dans mon domaine évidemment. Ce livre raconte les mésaventures d'une femme de 48 ans qui est assistante de direction, qui est licenciée du jour au lendemain. Et pendant 8 ans, en fait, elle va galérer de petit job en petit job, de mission d'intérim en mission d'intérim, en n'étant pas très bien accompagnée, en étant souvent humiliée, voire maltraitée, avec des mauvais outils de recherche, un mauvais CV, peut-être une mauvaise lettre de motivation, pas les bons codes, mais en même temps elle n'a jamais été en recherche d'emploi, donc elle ne les connaît pas, mais pas suffisamment en difficulté pour être assez aidée par Pôle emploi ou d'autres organismes, donc un peu laissée à l'abandon, avec beaucoup de dynamisme de sa part, beaucoup d'actions tentées et puis beaucoup de murs qu'elle s'est pris dans la figure, et jusqu'à en arriver à tout perdre. Et c'est un livre d'abord très bien écrit, très poignant. Moi j'ai lu d'une traite, je ne m'y attendais pas du tout. C'est un cri du cœur, le cri d'une senior justement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, bon, déjà Margot Guilquin, je suis très contente pour elle parce que son livre a beaucoup de succès, on la voit dans tous les médias. Je pense que les lecteurs ont eu la même impression que moi sur son livre. Et en même temps, en plus de son propre combat, elle a le courage aussi de relayer le combat des seniors et d'essayer d'alerter notamment le gouvernement. Elle cherche à rencontrer le président de la République pour ça, elle a rencontré Madame la ministre El Khomri. Elle cherche à alerter sur l'avenir de ces seniors qui se retrouvent licenciés du jour au lendemain et qui sont dans la nature jusqu'à la retraite. Et parfois, il y a peut-être 10 ans à attendre jusqu'à la retraite et qui vont se retrouver dans des situations catastrophiques. Et donc elle alerte en disant il faut trouver des mesures, il faut arrêter de les discriminer, il faut leur donner des chances en entretien, et puis il y a peut-être des mesures pour pousser les entreprises à justement embaucher des seniors. Donc franchement, Le Dernier Salaire de Margot Guilquin, c'est vraiment un livre que je recommande, et aussi aux jeunes. Merci en tout cas d'être passé, d'avoir joué le jeu de l'interview. Peut-être que l'interview ça peut être considéré aussi comme un jeu. Comme un jeu, exactement, mais il faut rester soi-même et dire la vérité. Toujours. Merci Anaëlle. Merci beaucoup et merci à vous d'avoir suivi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Peut-être que Christelle, si vous êtes d'accord, pourrait y répondre. Bien sûr, j'y répondrai volontiers puisque je fais aussi partie de vos fans et de vos followers. Et puis sinon, je vous invite à aller sur ma page Facebook Auteur où il y a tous les articles justement sur le sujet de la recherche d'emploi, sur mon livre, des interviews qui ont été données et qui donnent des idées à chacun pour mieux se positionner, notamment en entretien, ou pour mieux se positionner par rapport à la création de ces outils et pour surtout mieux vivre cette période de recherche d'emploi ou de recherche de stage pour les jeunes. Aussi, tout est en barre d'infos comme d'habitude, n'hésitez pas, et puis on vous souhaite de très bonnes lectures comme d'habitude et on vous fait de gros bisous. Merci, au revoir.